l'annexion par référendum de certaines régions ukrainiennes par la Russie, des élections qui se tiennent en ce moment en Bulgarie et en Lettonie, ou encore le détail du programme de Giorgia Meloni. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité européenne du Vieux Continent. Alors la première actualité dont on va parler dans cette revue d'actualité européenne concerne la guerre en Ukraine. 3 actus ont notamment marqué la semaine. La première, c'est que le vendredi 30 septembre, le président russe Vladimir Poutine a prononcé un discours dans lequel il a officialisé l'annexion par la Russie des 4 territoires de l'Est de l'Ukraine qui avaient été consultés par référendum pour savoir s'ils voulaient oui ou non intégrer la Russie. Et parmi les 4 régions concernées, elles ont toutes voté à plus de 85% pour un rattachement à la Russie, avec une participation globalement assez forte de l'ordre de 75%. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. Les 27 pays de l'Union européenne ont effectué un communiqué commun dans lequel ils déclarent rejeter et condamner l'annexion illégale par la Russie de ces territoires. Et on passe tout de suite à notre deuxième actualité. Elle est liée au gazoduc Nord Stream 1 et 2. Alors très concrètement, depuis lundi, 3 fuites ont été constatées sur les 2 gazoducs. Il faut savoir que ces gazoducs, ils relient l'Allemagne à la Russie et que ces fuites polluent énormément la mer Baltique. On peut même observer des bouillonnements impressionnants à la surface de l'eau, comme le montre l'armée danoise qui a diffusé des images aériennes du sinistre mardi. Et pour certains experts, il pourrait s'agir d'une stratégie de Vladimir Poutine pour entretenir le chaos sur le marché énergétique. Bref, pour l'heure, on ne sait pas officiellement qui est responsable de cette fuite. La troisième actualité concernant la guerre en Ukraine concerne la population russe directement. Après la Pologne et les Pays-Baltes qui avaient annoncé le 19 septembre la fermeture de leurs frontières aux touristes russes, la Finlande a décidé de faire de même. Et il faut savoir que la Finlande, c'était le seul point d'accès direct vers l'Union européenne pour les ressortissants russes munis d'un visa Schengen. Il faut savoir que suite à la mobilisation partielle dont on vous a parlé dans la revue d'actualité européenne de la semaine dernière, beaucoup de Russes cherchent à fuir leur pays. Les Finlandais ont en effet annoncé qu'entre le 21 et le 28 septembre, plus de 50 000 Russes avaient tenté de traverser la frontière. On passe à notre deuxième thème de cette revue d'actualité européenne qui concerne l'Italie. Alors la première actu concernant l'Italie est liée à la déclaration d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui à la veille du scrutin de la semaine dernière avait déclaré, je cite, que les choses allaient dans une direction difficile en Italie et qu'elle avait en sa possession des instruments de pression. Et ces déclarations ont beaucoup fait réagir. Alors on va pas vous citer toutes les réactions qui ont eu lieu, mais principalement le leader de la Ligue, Matteo Salvini, qui fait partie de la coalition de Giorgia Meloni, a demandé vendredi des excuses ou la démission de la présidente de la Commission européenne. Et même le député européen Sandro Bozzi, qui est le chef du Parti démocrate européen, a condamné les propos de la présidente en déclarant qu'il s'agissait d'une grosse maladresse et en affirmant que Ursula von der Leyen aurait, je cite, mieux fait de se taire. Et on passe à notre deuxième actualité qui concerne l'Italie. Il s'agit du programme de Giorgia Meloni qui devrait donc être la nouvelle présidente du Conseil. Le thème qui revient le plus souvent dans les discours de Giorgia Meloni concerne l'immigration clandestine. Elle assure de faire de l'immigration et de la sécurité sa priorité. Mais la dirigeante de Fratelli d'Italia s'est également positionnée sur d'autres sujets, notamment celui de la famille. Il faut savoir que l'Italie est actuellement le pays le plus vieux d'Europe, avec un âge médian de 47 ans et avec un taux de fécondité de 1,27 enfants par femme. Le pays est le dernier de l'Union européenne en nombre de naissances par an. Et pour tenter d'augmenter les naissances, Giorgia Meloni propose d'augmenter l'allocation universelle par enfant à 300 € pendant la première année de la vie de l'enfant. Elle voudrait également établir un quotient familial, ce qui signifierait qu'avoir plus d'enfants réduirait ensuite les impôts qu'on paye. Elle a en revanche été catégorique concernant les homosexuels italiens en refusant tout nettement de leur accorder le droit à l'adoption. Lors d'un discours en juin, elle avait ainsi déclaré « Oui aux familles naturelles, non au lobby LGBT ». Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT. Une autre des propositions phares de Giorgia Meloni, qui rejoint d'ailleurs un peu celle de Marine Le Pen, c'est l'exonération d'impôts pendant 3 ans pour tous les jeunes de moins de 30 ans qui créent leur entreprise. Enfin, sur le plan international, la probable nouvelle présidente du Conseil souhaite renégocier le plan de relance post-Covid attribué à l'Italie. Actuellement, il est d'environ 200 milliards d'euros, mais face à la hausse du coût de l'énergie, Giorgia Meloni aimerait que le montant augmente. Et concernant sa position internationale, Giorgia Meloni a affirmé qu'elle respecterait toutes les instances et a également apporté son soutien total au peuple ukrainien. Voilà, après ça c'est le programme qu'elle a énoncé, on verra ensuite dans les faits concrètement ce qu'elle arrive à réaliser. Pensez d'ailleurs à vous abonner si vous voulez continuer à être informé sur le sujet.
On passe tout de suite à notre troisième actualité de la semaine. On va parler des politiques à l'étranger et notamment des réformes qui ont lieu en ce moment en Espagne et en Hongrie. Alors en ce qui concerne l'Espagne, la semaine a été mouvementée puisque le gouvernement a annoncé cette semaine une réduction d'impôt pour tous les revenus allant jusqu'à 21 000 € par mois. Mais de l'autre côté, il a annoncé vouloir créer un impôt sur les grandes fortunes appelé impôt de solidarité et qui entrerait en vigueur en 2023 et qui concernerait les ménages qui ont un revenu de plus de 3 millions d'euros annuels. Le gouvernement espagnol a estimé que ça représentait environ 23 000 personnes dans le pays et espère tirer de ce nouvel impôt environ 1,5 milliard d'euros. Le deuxième pays concerné par les réformes, c'est la Hongrie. Le ministre du cabinet, Gergely Gulyás, qui est l'équivalent du porte-parole du gouvernement en France, a donné une interview sur le site le plus lu du pays, Index, dans lequel il a fait de nombreuses annonces. Parmi les principales, on retiendra notamment celle d'une consultation nationale sur les sanctions énergétiques imposées à la Russie et on vous tiendra évidemment informé des résultats. Ça pourrait être intéressant de connaître l'opinion de la population hongroise sur le sujet, alors qu'en juillet dernier, Viktor Orbán avait déclaré à propos des sanctions que l'Union européenne s'est tiré une balle dans le pied toute seule, mais ce n'est pas le seul sujet que le ministre du cabinet a abordé. Il a tenu à rassurer la population hongroise en affirmant que l'approvisionnement en gaz pour l'hiver était assuré et a annoncé deux réformes majeures importantes, la prolongation des vacances d'hiver d'une semaine supplémentaire et l'augmentation des salaires des professeurs dans le pays. Et à la dernière question de l'interview qui concernait l'urgence écologique, il a déclaré, je cite, demander de la patience en déclarant que le gouvernement hongrois avait décidé de ne pas aller de l'avant sur le sujet pour le moment. Le quatrième thème de cette revue d'actualité européenne concerne les élections. Deux pays européens sont concernés ce week-end. Le premier, c'est la Lettonie. Hier, les Lettons se rendaient aux urnes pour élire les députés de leur parlement pour une durée de 4 ans. Alors il faut savoir qu'il y avait 19 partis différents qui se présentaient à ces élections et d'après les sondages, beaucoup sont susceptibles d'obtenir plus de 5% et donc d'avoir au moins un siège au Parlement. En tout cas, ça brouille un peu la composition du futur gouvernement. Toujours est-il qu'avec 19% des intentions de vote, le parti conservateur du Premier ministre sortant, Krišjānis Kariņš, fait actuellement la course en tête. Bref, en tout cas, on vous tiendra informé dès qu'on aura les résultats, puisque ce n'est pas la seule élection qui a lieu ce week-end. Les Bulgares votent également aujourd'hui. Et il faut savoir que c'est déjà la 4e élection depuis avril 2021. Le pays est en proie à une grosse crise politique et à la veille du scrutin, c'est le parti conservateur mené par l'ancien Premier ministre Borisov qui est en tête des intentions de vote avec environ 26% des suffrages, suivi de près par le Premier ministre sortant, Kirill Petkov, qui recueillera environ 20% des intentions de vote, et qui s'est d'ailleurs toujours affirmé, je cite, comme un pro-européen. Il y a donc un fort suspense, on vous tiendra évidemment informé des résultats dans notre prochaine revue d'actualité européenne, et sans transition, on passe à notre 5e thème de la semaine, qui concerne le sport. Alors vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais la semaine européenne du sport a eu lieu cette semaine du 23 au 30 septembre. Alors il faut savoir que c'est une initiative de la Commission européenne depuis maintenant 8 ans, dont le but est de promouvoir le sport et l'exercice d'une activité sportive dans toute l'Europe. Et si la Commission européenne a décidé depuis 2014 d'instaurer cette semaine du sport, c'est parce que cette année-là, une étude Eurobaromètre sur le sport et l'activité physique avait révélé que près de 60% des citoyens de l'Union européenne ne pratiquaient rarement, voire jamais, de sport. Le chiffre de la semaine, c'est le suivant, 84. Hier, donc le 30 septembre, c'était les 84 ans des accords de Munich. Alors très concrètement, c'est des accords qui avaient été signés en 1938 entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie et qui avaient permis à Hitler d'annexer les régions tchécoslovaques peuplées à ce moment-là majoritairement par des Allemands. Comme on vous l'avait d'ailleurs expliqué dans une de nos vidéos, il était une fois le 1er septembre 1939 qui racontait l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Bref, toujours est-il que ces accords sont importants parce qu'ils vont donner le sentiment à Hitler qu'il est tout puissant en Europe et ils sont en quelque sorte les précurseurs du conflit qui commence un an plus tard. Et le débat cette semaine, c'est le suivant. Reconnaissez-vous les régions du Donbass comme faisant partie de la Russie désormais? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas également de vous abonner et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo.